le dis, je suis Jérémy Mancé, a.k.a. Busta Nuts, a.k.a. l'homme le moins essentiel de France, président de l'association Aucun Redeem et créateur du concept Caraïbe Tap qui mélange le tap dance, plaquette, avec les rythmiques afro-antillaises, afro-caribéennes. Voilà, ça s'appelle Caraïbe Tap. Et je veux aujourd'hui parler d'une culture qui est née en France, avec un monsieur qui va se présenter lui-même et qui va nous présenter son parcours. S'il te plaît, parle-nous de toi. Tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Alors déjà, Nuts, je tiens à féliciter ce que tu fais. Je trouve ça important. C'est très bien. J'ai vu celui de Alex Lima pour le samba. Moi qui adore la samba, c'est cool. J'ai vu celui de Nasty et celui de Yuval aussi. Nasty sur le hip-hop et Yuval sur le break. J'ai adoré et c'est très bien de faire ces choses-là. Beaucoup de gens ne savent pas les choses. C'est bien d'en parler. Voilà. Je trouve que les gens ne se parlent pas assez. Ça critique beaucoup sans savoir se parler en réalité. Donc c'est très bien. Bonne introduction en tout cas. C'est ce qu'on appelle le partage et l'échange. Et ça, c'est important. C'est ça. Voilà. Donc tu m'as demandé de me présenter. Alors sache qu'il y a des petits bugs de temps en temps là, au niveau de la vidéo, mais le micro, je l'entends pas. Ok. Bon, j'ai pas trop l'habitude de me présenter, donc c'est un exercice un peu difficile pour moi, parce que moi je suis toujours quelqu'un qui suis beaucoup en retrait, je suis très discret, de toute façon tu vas le voir dans mon parcours, je suis toujours dans l'ombre en fait, en réalité, j'aime pas me projeter en avant, et mon parcours va déterminer en réalité tout l'événementiel que j'ai pu créer dans le hip-hop ou dans l'électro. Donc mon parcours est en fait finalement sans prétention aucune important. D'accord? Donc alors, écoute, moi je suis Steady, je viens d'un quartier assez chaud en France, enfin à Paris en tout cas, qui s'appelle La Banane. Je ne sais pas si tu connais, dans le 20e. Je viens de là et c'est des gens qui faisaient la guerre à Saint-Blaise à l'époque. Saint-Blaise, c'est la cité de Yuval et de Benji notamment. Lion Scott, il vit aussi, je crois, dans mes souvenirs. Il y a Tony Mascott qui vivait aussi à un moment donné. Mais bon, c'était pas du tout dans le cadre du hip-hop. Et donc, moi, en fait, je regardais HIP-HOP, comme tous les gens de ma génération, moi j'ai 45 ans. HIP-HOP, je le regardais tous les dimanches, mais sans me dire que j'allais faire de la danse. Moi, je suis pas le mec qui a posé son carton dehors, par exemple, quand on a regardé HIP-HOP. À cette époque-là, je vivais à Marseille d'ailleurs. Donc, je regardais, ça me touchait, mais je comprenais pas ce qu'on y faisait. Voilà. J'ai loin d'imaginer que 30 ans plus tard, j'allais rencontrer tous les mecs qui étaient dedans, quoi. Tu vois, David Cola, Nico, DPCB, tout ça. Donc là, je tague un petit peu dans mon quartier. Voilà, je suis quelqu'un qui est dans son quartier. Puis je commence à aimer le rap, en fait. Et c'est en 90 que je commence à vouloir danser. Donc, je suis un gamin, j'ai 14 ans, je suis dans mon quartier et je fais du hop rock, je fais de la hype, on m'apprend ça. J'aime bien, mais je reste dans mon coin. Je veux dire, je suis pas dans le game du tout en 90, hein. Attention, hein. Ouais. Je suis dans mon quartier. Je vais dans des soirées à droite à gauche, mais pas les soirées du game. Je connais pas le game encore. D'accord, c'est important de le préciser. Ouais. Et puis en fait, moi, je commence à organiser des soirées très tôt. J'ai 15 ans et je commence à organiser des soirées très tôt. Donc, j'ai organisé une soirée sur une péniche. J'avais 15 ans. Tu vois, donc je fais la péniche et je fais payer les gens pour qu'ils rentrent. Tu vois, et je fais des trucs comme ça. Donc, je commence à louer des trucs. J'ai 15 ans seulement. Tu vois, et je commence à danser et je danse dans mes soirées en réalité. Tu vois, et puis je crois que je suis le meilleur du monde. Je crois que je suis le meilleur du monde, comme tous les enfants. On croit qu'on est les meilleurs. Mais à un moment donné, dans une de mes soirées, il y a deux gars qui débarquent. Deux mecs débarquent et ils me fument. Ils me fument. Tu vois, ils me fument en hype. Alors que je regardais plein de clips de Big Daddy Kane. À l'époque, on n'avait même pas de cassette, on n'avait rien. On regardait les clips, Benny B, Big Daddy Kane, tous ces gens-là. Mais j'avais rien. Et donc, du coup, même si je me croyais fort, je me suis fait défoncer ce soir-là par deux gars. Et ces deux mecs, alors, apparemment, j'ai demandé à Yuval après, ils sont inconnus au bataillon, mais ils allaient tout le temps au trocas. Parce qu'ils ont commencé à m'entraîner. Ils m'ont dit, viens, on t'entraîne et tout. Ils ont commencé à m'entraîner en hype. Et après, ils m'ont entraîné en New Jack Swing. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à sortir. Donc, j'allais pas dans les soirées hype de l'époque, c'est-à-dire le chapelet, ces choses comme ça. Moi, j'allais d'abord, j'allais au Rex Club dans les soirées New Jack. J'allais à l'Erotica le vendredi soir. J'ai kiffé ces ambiances-là, mais j'étais pas encore dans le game, tu vois, précisément. Moi, j'étais discret et j'allais au Trocadéro et je regardais avec des grands yeux les Opossy, des mecs comme Barry, Ange, Scorpio,
Moi, c'était Barry que je kiffais, j'adorais son style. Et voilà, c'est ces gens-là que j'ai regardés, avec lesquels je m'intéressais. Et en parallèle, je faisais toujours des soirées, j'organisais toujours des soirées, et j'allais dans des soirées un peu privées qui finissaient toujours en bagarre, des soirées hip-hop qui finissaient toujours en baston. D'accord? Et moi qui organisais les soirées à côté, j'ai commencé à faire des grosses soirées. C'est-à-dire, j'ai loué le Palace, j'ai loué le Crystal Palace, j'ai fait des soirées au Folies Pigalle, mais j'avais 17 ans, 18 ans. Je signais déjà des contrats avec Tétinger Champagne pour qu'il puisse mettre son champagne dans mes soirées. Enfin, c'était un bordel, quoi. Tu vois? J'étais sorti assez vite des soirées ghetto, en réalité. Ghetto, t'étais déjà dans l'orga, en fait. Exactement, super tôt. Je suis un organisateur né, c'est ma vocation. Ok. Tu vois, alors je sais pas, ça a coupé là, j'ai un bug. Ouais, il y a un décalage, mais t'inquiète pas. Et vas-y, je continue à danser à côté. D'accord, je continue à danser à côté en fait. Et puis je commence à voir d'autres facettes de la danse. Il n'y a pas que le hip-hop en réalité. Je m'aperçois qu'il y a de la danse dans les soirées gays, c'est-à-dire au Queen, au Folies Pigalle, dans ces trucs-là. Et moi en 95, je vois une affiche dans mon quartier, à la Banane. David Cola, il donne des cours. Je ne sais pas qui est David Cola à la base. Je vois break. Ok, j'y vais. Donc je vais à la salle de Ménilmontant. Si David Cola il me regarde, il va avoir plein de souvenirs dans la tête. Je vais dans la salle de Ménilmontant chez David Cola à cette époque-là. J'y rencontre Benji, j'y rencontre des gens plus tard qui vont s'appeler Martin, par exemple, de la division Alpha. Je rencontre tout un tas de gens et je rentre dans l'univers vraiment un peu plus hip-hop. David Cola, c'est mon grand pour moi. Tu vois, en termes de break, c'est mon grand. Et puis ensuite, tu as les chasseurs de primes, les premiers chasseurs de primes. C'est une équipe de break très connue, avec lesquels j'ai commencé à m'entraîner. Ils m'ont invité dans leur salle. Donc ils sont devenus 20e tribu aujourd'hui, hein. C'est plus les mêmes. Hein. Moi j'ai connu la première génération. Ça, je savais pas. Ils sont devenus 20e tribu. Et c'est des mecs comme Ko, comme Amir, Mathieu, tout ça. Voilà. Et ZK Flash également, tu vois. T'as connu ZK Flash. Oui. Et un très bon danseur, super original. J'ai toujours aimé ce mec-là. Et donc voilà. Donc moi je suis pas encore dans le game à ce moment-là. Tu vois, je suis dans mon petit monde, dans mon quartier, avec des danseurs que je commence à connaître, etc. Mais je suis pas dans le game. 90, je suis juste un kiffeur de son, je suis un kiffeur de soirée, je suis un kiffeur de danse. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je sais pas, je t'attends encore, je sais pas trop quel style j'aime. J'aimais beaucoup la hype, ça c'est sûr. Ensuite, la New Jack, j'ai beaucoup apprécié. Le break, c'était cool, c'était sympa, mais il fallait vraiment bosser plus dur que ce que je ne faisais. J'étais un peu feignant, faut le dire. Tu vois? Et après, en 98, et c'est là où tout va prendre une vraie logique par rapport à l'électro. En 98, donc juste avant 98, en plus des soirées que j'organisais et des soirées hip-hop où parfois j'allais, je me rendais dans des soirées gays, où c'est là où il y avait le plus de meufs, hein, je vous le dis, hein, parce que les mecs disaient il y a des soirées gays, mais les meufs, c'était là-bas, c'était pas des soirées hip-hop. Hein. Et moi, j'allais serrer des meufs là-bas. Et donc, j'ai connu le Queen, j'ai connu les Folies Pigalle, j'ai connu le Privilège, le Kit Kat, tous ces trucs-là, je les ai connus. C'était une ambiance de malade parce qu'on y découvrait les prémices de la garage. À cette époque-là, les danseurs hip-hop ne rentraient pas, j'en voyais pas. Tu vois, les soirées respect au Queen sont arrivées bien plus tard. Donc, j'entendais déjà la garage, ces choses-là, la house. C'est déjà une musique avec laquelle j'étais familiarisé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis, donc en 95, je suis chez David Cola. Et en 98, je pars à Montpellier. Je pars m'installer là-bas, je pars à 7. Et je fais la connaissance d'un mec qui aujourd'hui, je l'ai redécouvert sur Facebook, qui s'appelle Nabil Zerwal, qui est très actif aussi maintenant. Et il était tout petit à l'époque quand je suis arrivé. Tu vois, donc on s'entraînait ensemble. B-Boy Nabil. Non, Nabil Zerwal, il s'appelle. C'est un B-Boy, c'est un danseur. Il fait aussi du debout, hein. Je sais qu'il fait du debout aussi. Après, son parcours, je ne le connais pas par cœur. Moi, je l'ai connu, il était tout petit et je l'ai revu là 30 ans plus tard, quoi. Tu vois, merci Berto d'ailleurs. Et donc, à 7, je suis à 18, je suis là de important dans ma vie. Il y a deux gars qui vont venir à ma salle de danse, parce que moi, en fait, je suis parti dans l'Hérault pour donner des cours. Il n'y avait personne à l'époque qui donnait de cours. Donc, moi, je donne des cours là-bas, et je vis ma vie comme ça, quoi. Pas tranquille. Moi, je ne suis pas un mec de battle. Enfin, tu ne m'as pas vu dans des battles. C'est pas mon truc, en fait, en réalité. Moi, je suis un kiffeur. Je suis juste un kiffeur de danse. Moi, tu me trouveras dans un club, en train de danser avec toi, en train d'échanger avec toi. Moi, je suis plus pour les échanges, plus que pour les battles, en réalité. C'est que tu vois, comme quoi, c'est très paradoxal. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y en a qui aiment les battles, bien sûr. Mais et du coup, je leur en fabrique pour eux, pour ceux qui aiment. Tu vois, voilà. Donc, après, en 98, je donne un cours et il y a deux gars qui viennent dans mon cours, deux adultes, qui viennent dans mon cours, qui prennent mon cours tranquille et ils me disent à un moment donné, écoute, c'était un cours particulier.
Et ils me disent, écoute, franchement, on a kiffé ce que tu as fait. Est-ce que tu voudrais bosser pour une compagnie? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Jeune, j'avais 20 ans, hein. Pour moi, ça voulait rien dire, tout ce truc-là. Et je fais, ouais, ok, vas-y. Et ben, une semaine plus tard, ils m'englobent avec eux et ils me disent, ok, ton premier contrat, il sera en Turquie. Et en fait, je ne savais pas, mais j'étais rentré dans une compagnie qui était extrêmement cotard dans le milieu techno, dans le milieu rave, dans ces milieux-là. Cotard, c'était super coté. Ça s'appelait les Nuits Blanches à l'époque. D'accord, ça s'appelle encore comme ça. Ils sont mondialement connus aujourd'hui. Et à cette époque-là, ils avaient toute l'Europe. Toute l'Europe. Donc, on a fait des grosses tournées. J'ai fait le Zénith de Paris. J'ai fait Paris Omnisport, Paris-Bercy. J'ai fait Montpellier, le plateau de Gravel, la Borealis Tour. Enfin, j'ai dansé devant des milliards de gens pour les sets de Karl Cox, pour Laurent Garnier, Josh Wink, Manuel Malin. Tous ces gens-là, je les connaissais en fait. Je mangeais avec eux à table. Tu vois. Donc, voilà. Donc, on était en plein dans la house électro. Tu vois, j'ai connu les débuts de, comment il s'appelle, Bob Sinclair. J'ai connu tous ces gens-là en fait, dans leur début. Et David Guetta, je l'ai connu aussi quand il était organisateur de soirée, quand il faisait les scream parties au Palace, et puis après l'Élysée Montmartre. Je les ai connus, je les ai côtoyés, et voilà. Ça a marqué vraiment le mélange que j'avais dans ma tête entre les musiques électroniques et le hip-hop. D'accord. Parce que souvent, à cette époque-là, à notre génération, quand la house est arrivée, tout le monde disait que la house était une danse de PD ou une musique de PD. D'accord. Disons les choses clairement. Et que tu ne pouvais pas écouter, à cette époque-là, tu ne pouvais pas écouter le hip-hop si tu écoutais de la house. Et inversement. C'était stupide comme façon de voir les choses. Puisque si on se rappelle bien des albums de Afrika Bambaataa, son premier album, il y a l'électronique dedans. Il y a de l'électronique dès le départ. Il a été chercher Kraftwerk. Si on connaît bien son histoire hip-hop, oui, il est allé chercher Kraftwerk et voilà. Et donc, en fait, moi, mon parcours hip-hop, la rentrée dans le game pour moi, c'est en l'an 2000. Quand je suis revenu à Paris, je reviens à Paris, là, je deviens chroniqueur de style de ouf. Parce qu'en fait, quand j'arrive à Paris, je me dis, mais ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour le hip-hop, en fait? Parce qu'en réalité, le hip-hop m'a sorti du quartier. D'accord? Si j'y avais pas dansé, je serais peut-être dealer, je serais peut-être en prison. Tous les mecs de mon quartier de la banane, ils sont tous tombés aujourd'hui, ils sont tous morts, ou il y en a quelques-uns en prison. Et puis la banane, on sait ce que c'est le grand banditisme. C'est pas des petits gars vite fait, c'est le grand banditisme. Donc, je sais qu'à un moment donné, on voulait m'enrôler, et le hip-hop m'a sorti de là, clairement. Donc, j'étais redevable vis-à-vis du hip-hop pour moi, tu vois, en grandissant. Donc, je me devais de partager quelque chose, c'était important pour moi. Et donc, je deviens chroniqueur sur Style de Ouf, et je mets en avant tous les anciens. Je mets en avant les anciens, je vais aller chercher même les jazz rockers, les Dominique Lesdema, Dominique Lizet, tout ça. Je mets en avant les anciens. Pour moi, c'était important de mettre en avant les anciens. Et j'organise donc un battle auquel personne ne croit à la base. Et pourtant, je me bats pour ça. C'est le battle des débutants. À la base, eh oui, dont Nuts a fait partie à un moment donné. Les Twins sont venus chez moi, les Spartiates sont venus chez moi, les Stay Fly sont venus chez moi. Tout le monde est venu chez moi en réalité. Les battles débutants que j'ai commencé en l'an 2000, un peu par hasard. En fait, tout se fait par hasard finalement, parce que c'était pour mes élèves de base. Et puis en fait, comme j'étais dans Style de Ouf, on était dans un forum où il y avait les Asiliens. Et donc il y avait Dai, il y avait Nuts, il y avait tellement de gens, Shrab, il y avait tous les mecs de Gare de Lyon avec qui je m'entraînais. Donc en fait, on a fait un espèce de vivier, on s'est amusé comme ça autour du battle débutant. Alassane de Quintessence, Nabil de Quintessence, Tony Mascotte sont venus m'épauler, c'est super important. Et c'était la première fois qu'on voyait des débutants. C'est important de dire ça. C'est la première fois qu'on voyait les débutants dans un battle. Donc, j'ai la fierté de dire que je suis le premier en France à avoir les débutants à l'honneur. Voilà. Et puis, donc moi, je m'entraînais à cette époque-là à Gare de Lyon. Et en 2004, je fais la connaissance de Yuval, par le biais de Style Ouf, en fait, parce que je l'avais déjà interviewé. Et Yuval, comme je m'entraînais à la Défense, il venait faire ses battles à la Def. Et en fait, à chaque fois que les 1000% s'arrêtaient, en fait, c'était un bordel monstrueux. Donc, j'ai commencé à ranger avec lui en réalité. C'est pour ça que je suis rentré dans ce 1000%. Hein. C'est pas parce que je suis un grand danseur ou quoi. Ok, je me suis jamais prétendu grand danseur. Je me suis jamais prétendu quoi que ce soit. Moi, je suis un mec peace, tranquille, dans mon coin. Je fais mes petits battles. Voilà. Quand il y a des échanges de danse, je suis là. Quand il y a une soirée, je suis là. Voilà. Donc, j'ai commencé à ramasser les poubelles et j'ai pas honte de le dire. Les poubelles des événements 1000% que Yuval organisait à la Défense parce que c'était mon spot et qu'il n'était pas question qu'on salisse mon spot. Et donc, en fait, Yuval, comme il a vu que j'étais actif autour de lui, il a fait vas-y, ça te branche de bosser avec moi. Et comme à l'époque, sur Style Ouf, il y a beaucoup de gens qui nous voyaient en concurrents
C'est-à-dire que moi, je faisais les battles débutants où j'avais un vrai travail pédagogique sur les enfants, etc. Et lui, c'était la guerre. Et moi, je l'aimais pas au début, Yuval. Pour moi, sa mentalité, c'était de la guerre. C'était pas le hip-hop que je connaissais. D'accord. Et puis finalement, j'ai trouvé un gars vraiment sympa, vraiment actif. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, j'y vais. Et à partir du moment où j'ai été estampillé 1000%, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à me dire que j'étais un fils de pute. Alors que j'ai rien fait. J'étais juste en relation avec Yuval dans son staff. Voilà. Ouais. Et donc, bah, je vais résumer assez rapidement, maintenant je vais m'arrêter un petit peu là. Le staff 1000%, bah, c'est un battle par mois à la défense pendant 10 ans. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine. On a bah, vu toute une génération hip-hop là-bas. On a été jusqu'à louer Coubertin. J'ai appris à louer Coubertin, puisqu'on a pris l'arène là-bas. Ghettoland, on a fait également. Voilà. Et puis après, les choses sont enchaînées. Il y a le starter, par exemple, les battles starter, les battles débutants starter qui ont été faits au 104. Pour que les danseurs puissent venir s'entraîner au 104, eh bien, c'est la bande de Hairstyle. C'est François Gautret qui appelle 1000% et qui, à nous deux en tant qu'association, enfin en tant que voilà, on a organisé les battle starters pendant 2 ans qui ont permis aujourd'hui aux danseurs du 104 de pouvoir venir s'entraîner. C'était la condition sine qua non pour relancer le 104 en tant que bâtiment culturel. Ouais. Voilà. Et en 2007, il y a Axon des Wanted qui vient voir Yuval, qui vient me voir moi et qui dit ok, voilà, écoute, moi j'ai des petits dans ma salle. Qui s'entraînent à une danse un peu chelou. On ne sait pas trop ce que c'est la tectonique. Et Axon nous demande ok, bon, vous avez fait pas mal d'événements, j'ai confiance en vous. Est-ce que ça vous dit qu'on lance un petit battle électro? À la base, c'était un truc, mais pisse quoi, tu vois, genre juste pour essayer, juste pour faire plaisir aux gars de la salle de Noisiel. Je crois que c'est Noisiel qui s'entraîne, il me semble, Axon, les Wanted. Dans mes souvenirs, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est le quartier de Noisiel. Et je dis, moi, j'avais une petite dans mes cours que j'entraînais en break, qui avant chaque entraînement, en fait, elle me faisait des mouvements tectoniques. Tu vois, j'étais là, et je trouvais ça drôle, mais drôle. Parce qu'en fait, ils étaient comme moi au début et comme beaucoup de danseurs hip-hop, on n'était pas sur le son. Je vais l'avouer. On n'était absolument pas sur le son. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire compter musique, moi, quand j'ai commencé. J'ai jamais fait de cours de solfège ou de cours de musique. Enfin, c'est la street, quoi. Point. Moi, j'écoutais la musique, je faisais au feeling. Et il m'est arrivé, je le dis clairement, parfois de ne pas être sur la musique. Bon, si je fais ça aujourd'hui, c'est mort. Mais avant, ouais, j'étais sur la musique. Je dis pas, j'ai pas dit que j'avais une musicalité de ouf. Attention, j'ai jamais dit ça. Je dis qu'avant, pas sur la musique. Et je le sais. D'accord? Et bien là, je retrouve la même chose. J'ai une gamine de 13 ans, 12 ans qui est devant moi et qui danse la tectonique et qui n'est pas sur la musique, mais qui me fait rire dans ses mouvements. Et je dis à Axon, je fais OK, banco, on y va, c'est parti. Voilà comment commence l'aventure Certified, née de Axon et de moi. Moi, parce que je suis organisateur, je ne suis pas danseur électro, d'accord? Je suis un activiste. Par contre, je ne vais pas me prétendre être le meilleur danseur. Par contre, je suis un des piliers d'activisme en France, en termes hip-hop et électro. Et électro. OK. Et électro. Alors, c'est là où je ne veux pas que tu ailles plus loin, parce que justement, c'est là qu'on va commencer à détailler. Pour moi, c'est important que tu aies dit ça, parce que tu as utilisé un mot, et c'est la première vraie question que je veux te poser. Oui. Maintenant qu'on a capté qu'est-ce qui a emmené à ces événements-là, et c'était important que tu détailles sur ton parcours, tu as utilisé le terme tectonique. On l'a tous utilisé. On l'a tous dit, on l'a tous entendu, on l'a vu dans les journaux, on a vu ces mecs avec des crêtes colorées et des trucs, voilà. Et là, on parle de danse électro. Moi, le peu de vidéos et ceux qui ont vu la vidéo, là, ils voient des mouvements similaires, mais on n'est pas sur le même délire. Donc, est-ce que déjà, tu peux nous dire, c'est quoi tectonique? Ça sort d'où ce terme? D'accord. Cette image. Et du coup, la danse électro en elle-même, elle est née de quoi et de qui? D'accord. Alors déjà, 2 choses. Je vais te faire un parallèle avec le hip-hop. D'accord? Ouais. Demain, tu as un journaliste qui débarque dans la rue et voit des breakers, des b-boys en train de s'entraîner. D'accord? Il ne va pas leur demander comment s'appelle leur danse. Il va regarder la marque de leur survêtement et il va dire à la télé après, ah bah, j'ai vu une nouvelle danse qui s'appelle le Adidas. Ouais, comme ça qu'est né tectonique. Première chose. Mais je vais préciser. D'accord? Ok. Je vais préciser. La deuxième chose, je ne me rappelle plus, je ne sais plus ce que je voulais te dire, mais c'est pas très grave. Donc, tectonique, c'est né
c'est né des rave parties dont je te parlais au départ, d'accord? Ouais. Là où j'ai vraiment moi aussi travaillé en tant que danseur performeur plutôt, je vais dire, Mhm. parce qu'on travaille avec le feu, etc. Mhm. Tectonic, c'est Cyril et Alex. C'est deux têtes, d'accord? Ces deux Ok. têtes viennent du milieu des rave parties. Donc c'est un D'accord. milieu qui est très particulier, les rave parties. Les free parties, les rave parties, c'est un milieu très particulier où la créativité est extraordinaire. D'accord? Ok. C'est vraiment les mecs planent. Hein. C'est Mhm. du planant, c'est hypnotisant, on va chercher le visuel, on va chercher ces choses-là dont je te parle sont extrêmement importantes pour le mot tectonique. En Ok. fait, Cyril et Alex viennent de ce milieu-là, que moi j'ai connu. D'accord? Ok. Que moi j'ai connu. Et qui a une réelle histoire également. Et en fait, ils vont en 2002 organiser des soirées qui s'appellent les Tectonic Killers au Metropolis. D'accord? D'accord. C'est une espèce d'ensemble, il y a la soirée tectonique, il y a la soirée blackout et la soirée électro-rocker. D'accord? Il y a trois Ok. soirées. Eux, l'idée d'Alex et Cyril, c'est de ramener les musiques rave party des Pays-Bas et de Belgique dans les Mhm. soirées parisiennes. C'est-à-dire que ce qui se fait en rave party, en free party, c'est-à-dire dans des pleines campagnes où il y a 10 000, 15 000 personnes en outside, eux, ils Mhm. vont le ramener en inside, c'est-à-dire dans une boîte de nuit. Ok. D'accord? Et donc, ils vont ramener des musiques très hardcore. La hard tech, le jump style, etc. Enfin, des musiques très hardcore en termes de musique. D'accord? Moi, Mhm. j'écoute pas. Enfin, c'est très dur à écouter. Après, il y en a qui aiment, hein, il y a le goût pour tout le monde. Hein. Mhm. Et donc, ils organisent ces soirées-là. Sauf que, donc, ça se fait depuis 2002. Donc, il y a des prémices déjà de danse qui commencent à arriver. Ok. OK? Et Ouais. en 2007, sur Canal+, en clair, il y a Mouloud de Canal+, donc, qui dit D'accord. une grosse aberration en réalité, mais qui va servir à tectonique. Il dit, voilà, bah, il y a une nouvelle danse qui sort, ça s'appelle la tectonique. Mais en réalité, il est en train de citer le nom d'une marque de soirée. Ok. Ok, d'accord. D'accord? Ouais. Comme je viens de te faire le parallèle avec le journaliste qui aurait pu voir des breakers habillés en Adidas et qui dit, ah bah je connais une nouvelle danse, ça s'appelle le Adidas. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Eh Ok. ben, il a fallu très peu pour que Tectonic s'empare de ça, parce que ils ont une pub gratos là, ils s'emparent de Oui. ça, et comme c'est des gens qui sont dans le visuel, tu vois, Cyril et Alex sont des gens qui sont dans le visuel, ils sont très pointilleux là-dessus, et ben ils vont commencer à mettre un petit peu, enfin ils le faisaient déjà un petit peu avant dans leur design de soirée, c'est-à-dire un côté un peu cyberpunk, tu vois, Ouais. avec les aigles, l'aigle, le machin, etc. Ils vont travailler là-dessus. Et donc bah, là, ils ont une pub gratos, et ben ça fait comme un chipé à choper. Quand les gens regardent ça à la télé, ils disent ah, il y a une nouvelle danse, et tout le monde tout le monde va rentrer dans cette danse. Il y a beaucoup d'ados qui se sont trouvés une identité grâce à ça. D'accord? Ouais. Et, Ouais. et donc, du coup, il y a une surmédiatisation de cet événement, j'allais dire. Pas de cette culture, c'est pas une culture à la base. D'accord? C'est juste des gamins qui kiffent danser sur une musique hardcore dans une boîte de nuit. Point. Pas plus que ça. D'accord? Il n'y a Ouais. pas de revendication, il n'y a rien. C'est tout. OK? Et donc, le dress D'accord. code pour aller au Métropolis à l'époque, bah, c'était des crêtes, c'était s'habiller en fluo, c'était ça, c'était les aigles, voilà, les coupes muets, ces choses-là. D'accord? Mais Mhm. en parallèle, il y avait pas que le Metropolis qui faisait les soirées. Il y avait aussi le Red Light, il y avait aussi le Mix Club, il y avait aussi le 287. Et dans ces trois boîtes-là, mais les gens qui dansaient l'électro n'avaient rien à voir avec les gens du Metropolis. Il n'y a rien à voir. Tu ne les Mhm. voyais pas avec des crêtes. Tu les voyais, ils étaient plus habillés funky, plus habillés même, j'allais dire hip-hop, tu vois, plus Mhm. urbains. Mais rien à voir avec le Metropolis. Je vais Ok. même te dire, en 10 ans de carrière Vertified, je n'ai jamais vu quasiment une crête dans un de nos battles. Ok. D'accord. Donc Alors, voilà d'où vient le mot tectonique. Voilà. Et donc, donc, cette médiatisation, excuse-moi, Note. ouais. Attends. Vas-y, vas-y. Cette médiatisation, cette surmédiatisation a Mhm. fait détester la tectonique. Parce Oui. que, parce que les gens ont commencé. Si tu vas en Russie, par exemple, en Russie, la tectonique, l'électro, est arrivée de façon institutionnelle. Elle n'est pas arrivée par le biais des télévisions. Du coup, ils ont un vrai respect pour cette danse. Alors qu'en France, cette danse, elle est arrivée avec une surmédiatisation, ce qui a fait gerber tout le monde en réalité, et notamment le hip-hop, qui depuis 30 ans œuvre pour essayer d'exister, de se montrer, d'avoir des plans, etc. Eh ben,
voit une danse toute neuve, très ringarde. On va pas se cacher, c'était pourri la danse électro à l'époque. D'accord? Je vais te dire clairement ce que je pense. La danse électro, au début, c'était nul. En même temps, je vais te dire, j'ai regardé Breaking 84 il n'y a pas très longtemps, je regarde le Locking, je vois Shabadoo, Shrip, je trouvais ça pas terrible non plus. On va pas se cacher. À un moment donné, les premiers pas de danse sont pas terribles. Il faut laisser le temps au temps, laisser la danse se mettre en place pour que ce soit joli. Tu vois, esthétique et des recherches esthétiques, etc. Bon, il faut le temps au temps, point barre. Ok, donc, du coup, cette surmédiatisation en France a fait gerber tout le monde. Et donc, la danse hip-hop a largement jalousé la danse électro qui avait d'un coup raflé tous les magazines, tous les plateaux télé, etc. Voilà. Okay. D'accord. Du coup, ce qui est bien, c'est que là, tu nous fais bien le parallèle entre ce qui s'est passé avec l'univers tectonique et ses visuels, on a surtout, et la danse électro. Alors, juste, est-ce qu'en parallèle, tu as une possibilité de nous dire la danse électro en elle-même, à part au red light, etc., est-ce que tu as à peu près un timing de naissance? Est-ce que tu as peut-être... T'es en 2005? Ok. T'es en 2005, Tectonique commence en 2002, dans mes souvenirs. L'électro, la danse électro, tout ça, ça commence vers 2005, 2004. Mais je vais dire la genèse, parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient en réalité. Et à l'époque, ça ne s'appelait même pas l'électro-dance, ni danse électro. Ça s'appelait Vertigo, Milky Way, ça s'appelait ces choses-là, comme ça. C'est pour ça que le Vertifight s'appelle Vertifight, parce qu'on a pris l'essence même de la danse, c'est le vertigo. D'accord? Okay. La base même de la danse, c'est vertigo. D'accord. D'accord, c'est pour ça que nous, on s'est appelé Vertifight. D'accord, c'est le vertigo. Et donc, en fait, la genèse, ouais, ça c'est venu après, danse électro. C'est venu après. Mais ça, c'est venu par Dance Generation. Maintenant, je vais recouper convenablement pour que les gens comprennent. Ouais. En fait, le début des mouvements électro, de base, c'est simplement des mecs qui jouent avec la lumière noire. Tu vois, ils ont des guêtres fluo, par exemple, et ils vont jouer avec la lumière noire en faisant des mouvements, comme des bolas. Tu vois les bolas? Quand on joue aux bolas, eh ben, ça va jouer comme ça. Moi, je me rappelle très bien avant que la tectonique existe, quand j'allais travailler dans les rave parties, tu avais des mecs qui faisaient toujours, tu sais, des boules comme ça, là, en dansant. Oui. Tu vois, qui finissaient par un kamehameha, tu vois, toujours. Et ben ça, c'est les prémices. Moi, j'ai vu ces prémices-là. Après, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de mouvements qui ont été repris au voguing. Voilà, donc comme des mouvements comme le rafale ou des choses comme ça, ça se voit dans le vogue. Après, moi, je connais pas les termes du vogue, mais c'est des termes qu'on voit, enfin, c'est des mouvements qu'on voyait déjà dans le vogue, dont Yuval faisait partie, puisqu'il a fait du vogue aussi beaucoup. Ouais. Donc, du coup, voilà, en fait, tout a explosé pour l'électro en 2007. En 2007, il arrive un truc qui s'appelle la technoparade. La technoparade, c'est là qu'on voit vraiment sur TF1, parce que TF1 a repris, ils ont payé des droits sur Tectonique, parce que Tectonique a déposé dans le monde entier. Et TF1, voyant la malle financière derrière, s'empare et paye rubis sur ongle, le sponsorise donc Tectonique. Et donc, la grosse machine TF1 est lancée. Donc, à partir du moment où la grosse machine TF1 est lancée, et c'est un rouleau compresseur. Bah, tu vois, c'est un rouleau compresseur qui te fait bouffer Tectonique du matin au soir. Et ça fait beaucoup de mal à d'autres danseurs qui n'allaient jamais au Métropolis. Tu vois, il y a des gens qui n'allaient jamais au Métropolis. Ils ne se reconnaissaient pas dans les codes du Métropolis. Donc, ils ont commencé à dire non, mais moi, je ne danse pas la Tectonique. D'accord? Et donc, ça a été le cas d'un bastion qui s'appelle Dance Generation, qui était mené par 3 personnes. Pour te souvenir, il y avait Fozzy Beer, qui aujourd'hui se fait appeler Fozzy BX, c'est un DJ qui travaillait sur Fun Radio. Il y avait Kevin Tanderson, qui était un DJ, et tu avais Ristourne, qui lui était à la caméra. Et eux ont commencé à créer des après-midi électro pour dire aux gens, pour le public, donc il y a des gens qui venaient danser, et le public, en fait, on leur disait, mais non, c'est pas la tectonique, c'est ça l'électro, c'est ça l'électro. Tu vois, donc c'était au Palais de Tokyo, ça a été au Trocadéro, ça a été à Châtelet, à la Fontaine des Innocents. Voilà, donc Dance Generation, en fait, si tu veux, ont commencé à faire la guerre à Tectonique. D'accord, à coup de DVD, à coup de musique, tu vois, chacun créait ses trucs. Tectonique sortait ses machins, Dance Generation, Tectonique avait sa marque de danseurs qui s'appelait les Ecclésiastes,
Ten Generation en avait d'autres. Enfin, tu vois, c'était comme ça en fait. C'est le bastion. Quand nous, on est arrivé en 2007, Vertifight, on a vu une culture qui se tapait les uns les autres. Tu vois, qui se tapaient les uns sur les autres. Et en 2007, donc, arrive la Technoparade. Et alors là, c'est l'explosion dans le monde entier. Enfin, plutôt dans la France entière d'abord. Tous les gamins ont une crête. D'accord. Mais par contre, il y a un truc très important. C'est qu'on identifie la tectonique à une danse de blanc. Et ça, c'est important de le dire. Ça, c'est important de le dire. Parce que tout va se jouer sur un flyer, en fait, en même temps. Nous, on s'est fait connaître sur un flyer de tectonique. En fait, comme les gens pensent que c'est une danse de blanc parce que c'est rentré dans la tête grâce à TF1, d'accord. Parce qu'on voit que des blancs, en fait, à Rungis, au Métropolis, on voit que des blancs. Je ne dis pas que c'est une danse de blanc. En tout cas, les médias ont montré que c'était une danse extrêmement commerciale et une danse de blanc. D'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils sortent un flyer où tu vois, où les gens assimilent la casquette de soldat qu'ils ont mis sur le flyer comme une casquette de nazi. Tu vois une casquette avec un masque à gaz en dessous. D'accord. Casquette, masque à gaz. Nous, à ce moment-là, Axon, Yuval et moi, pour l'instant, on fait pas de battle. On n'organise pas de battle. Pour l'instant, à ce moment-là, au moment où il y a ces flyers qui sortent, nous, on est en train d'étudier ce qu'est l'électro. On ne sait pas ce que c'est. Tu vois, on va étudier l'électro, c'est-à-dire qu'on va rue de Rivoli, on va à Châtelet, on va à la rencontre de ces gens-là, on va essayer de connaître les gens pour ne pas faire un battle d'arrivistes. Tu vois, on a envie de connaître qui était là avant, qui a fait quoi, d'où ça vient, pourquoi. D'accord. Donc, on n'en est pas encore à faire un battle. Et donc, ce qui se passe, c'est que SOS Racisme s'empare du problème du flyer. Ok. Ah ouais, c'est un truc de ouf. SOS Racisme, ils s'emparent du problème du flyer. Ils se disent, mais c'est quoi cette danse de nazis? C'est quoi là le bastion tectonique? Vous êtes des nazis. En fait, en réalité, la casquette, c'était, je crois, une casquette russe qui avait rien à voir avec les casquettes d'Allemands. Mais bon, c'est vrai que dans le visuel, ils ont fait une maladresse. Ça, c'est clair et net. D'accord. C'est clair, ils ont fait une maladresse. Mais du coup, ça nous a servi à nous. parce qu'en fait, je ne me rappelle plus du nom du gars de SOS Racisme de l'époque, je ne me rappelle plus, le nom m'échappe. Il avait des tresses, c'était un métis avec des grandes tresses. Yannick, je crois, dans mes souvenirs, ou Yann, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il connaissait Yuval en tant que speaker de hip-hop. Mais il ne savait pas qu'on était dedans, qu'on était en train de rentrer dans l'électro. Et il appelle Yuval, et il dit à Yuval, il fait ouais, Yuval, j'ai besoin d'un speaker, je fais un battle à l'Olympia, on fait un battle d'électro à l'Olympia pour dénoncer Tectonique. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a le micro, on a le pouvoir. Bah oui. Et donc Yuval balance Vertifight toute la soirée. Tous les gens ont cru que c'était une soirée Vertifight. D'accord. Ouais. T'as compris ou pas? Donc, en fait, tous les gens ont pensé que c'était un battle Vertifight. Attends, il y avait un battle. Attends, stop. SOS Racisme, un mec d'un SOS Racisme organise un battle. Oui. Et en gros, Yuval présente ce battle, qui n'a rien à voir, rompu pour dire Vertifight. Oui, en fait, nous, on commençait à venir dans l'électro. Et donc, on s'est emparé, parce qu'en fait, ce nom, le battle n'avait pas de nom. Le battle n'avait pas. C'est une anecdote de ouf que je suis en train de vous raconter. Le battle n'avait pas de nom. Et c'est nous qui avions le micro. Donc, à ce moment-là, en fait, on a commencé à crier, à scander Vertify dans tous les sens. Pour que la rentre dans la tête des gens. On n'avait pas encore organisé un battle. Hein. Tu vois, je crois pas, dans mes souvenirs, je crois pas qu'on avait encore organisé un battle. En tout cas, on était à l'Olympia. C'était cool. Et donc. Ah si, on avait dû organiser un premier battle. Si, c'était en 2000. Ouais, c'était en 2007. Si, on avait déjà dû organiser un ou deux battles. C'est vrai. Le premier battle, on était 80. Et donc, bon, enfin, voilà, pour la génération électro, voilà, nous, on arrive à ce moment-là, quand l'électro commence pas à décliner, mais tu sens que les gens, ils en ont marre de l'électro. Ils ont été surinés pendant un an aux crêtes et aux machins. Tu sens que les gamins, quand ils viennent chez nous, ils ont 12 ans, 13 ans. Tu vois, quand ils viennent dans les battles au Vertifight, tu sens, déjà, on est dans la génération Black Blamber. Il n'y a pas un mec avec une crête chez nous. Il n'y a pas un mec habillé fluo au Vertifight qui vient dans les battles. Il n'y en a pas un seul. C'est des gars, c'est des Renois, c'est des Arabes qui viennent chez nous. Tu vois. Et tous les mecs des quartiers, c'est que des mecs des quartiers qui débarquent. On ne s'imaginait pas voir ça en réalité. Parce que nous, on avait
était blanc, quoi. Alors oui, dans la salle de Jag, de Jackson, il y avait des blacks et des rebeux qui s'entraînaient, mais on était loin d'imaginer tout ce bastion qui allait débarquer chez nous. C'était des petites Kairas, tu vois ce que je veux dire? Ça dépouillait dans tous les sens. Mais vraiment, c'était pas les enfants de cœur qu'on nous donnait à bouffer sur TF1. Ça dépouillait à la sortie du Vertifight. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est les mêmes mecs qui dansaient qui dépouillaient derrière. Et ces mêmes mecs se faisaient violenter dans leur quartier. Parce que dans les quartiers, tu avais une crête, tu te faisais défoncer. Ils étaient honteux, ils aimaient leur danse, mais au départ, ils avaient honte de la danser. Et dire que tu faisais la tectonique dans tes quartiers, tu te faisais défoncer physiquement. Tu vois? Plus ça, plus le hip-hop. Le hip-hop est venu humilier les danseurs électro. Ils adoraient, c'était un jeu pour les danseurs hip-hop. Ils humiliaient les danseurs électro. Tu vois? Ouais, tu vois ce ça que je veux dire? va durer longtemps, ça. Voilà. Et les boîtes de nuit qui, à l'origine, parce que la danse électro, c'est une danse de club. À l'origine, la danse électro, qui est une danse française de club, qui est née dans les clubs, donc, s'est fait jeter par les clubs. À un moment donné, quand tu commençais à balancer les bras, chut, dégage, il te sortait direct. Il n'était pas question de voir de la danse électro dans les clubs qui ont vu naître la danse électro. Ok. Ouais. Ok, je vois. Okay. Et donc là, bah, nous, quand on arrive en 2007, bah, on est en plein cœur d'une guerre qui est, alors, une guerre menée uniquement par Dance Generation en réalité. Parce que Tectonic s'en fiche royalement de Dance Generation. Tu vois? Alors, Dance Generation, ils ont plutôt travaillé sur les Skyblogs, sur les blogs. Ils ont créé des blogs. À l'époque, il y avait Skyblog. Et donc, ils ont commencé à faire des Dance Generation un peu partout dans le monde. Tectonic avait déjà tu vois, dissémé un petit peu l'électro un peu dans le monde, tu vois, sous forme de technique. Et puis après, bah, c'est retombé un peu comme un flanc, parce que les gens ont eu cette espèce de, tu vois, d'overdose, en fait, de crête, ça, voilà. Et puis surtout parce que la tectonique commençait à être vue, aimée, que par des enfants de très bas âge. Tu vois? Donc ça nuisait vraiment, véritablement à la culture naissante de l'électro. Et c'est là que Vertified débarque, en 2007. D'accord. Ok. Pour le coup, moi, ma question, toute bête, parce que tu as parlé des mouvements qui ont été repris au Vogue, des mouvements qui ont été inspirés de certaines rave parties avec les lives et tout. Au niveau des mouvements, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont devenus des espèces de bases? Est-ce que les mouvements ont évolué? Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a des codes qui déterminent jusqu'à aujourd'hui ce qu'est la danse électro? Ah, j'ai perdu mon intervenant. Merde. Steady, est-ce que tu m'entends? Ça bug. Excusez-moi. Ah, bon, je vais continuer. Tu m'entends? Ça y est? Ah, yes. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ok, est-ce que tu as entendu ma question? Ouais, je l'ai entendu. Okay, donc, en termes de terminologie des mouvements, je sais qu'au début, les choses changeaient pas mal. Après, te donner des bases de terminologie, personnellement, je ne pourrais pas t'en donner. Je ne suis pas danseur électro. En revanche, je sais qu'il y a des bases comme le moulin, rafale, etc. Maintenant, moi, je sais qu'il y a pas mal de mouvements qui ont été empruntés au Vogue ou à d'autres danses pour ensuite s'incorporer à l'électro sous d'autres noms. D'accord? Après, moi, j'inviterais beaucoup plus des gens à aller prendre des cours, parce qu'aujourd'hui, il y a des cours qui se mettent en place. Donc, j'inviterais plutôt des gens à aller prendre carrément les cours. Comme ça, ils auront toutes les terminologies qu'il faut. Donc, il y a des gens comme Sonia de la RK qui sont très forts. Il y a Cerise, il y a de la RK également. Il y a Crazy de l'Alliance, je ne vais pas dire des bêtises. Je ne sais pas si Kira, il a arrêté ou pas. Je ne vais pas citer tout le monde, mais bon, voilà, il y a Goku aussi, qu'on voit aussi dans le crump. Il y a Trixie qui était un ecclésiaste tectonique, donc c'est un mec qui a un vrai background dans l'électro. Voilà. Et puis j'en oublie d'autres, hein, évidemment, qui sont très très forts aussi. Naïm qui pour moi, même pour beaucoup, est le premier danseur électro à avoir posé une musicalité. D'accord? C'est le premier danseur musical dans l'électro pour moi, c'est Naïm. Et on peut le voir sur une vidéo qui n'est pas de très bonne qualité. C'est Naïm vs Storm. C'était à l'époque du Vertifight 10, je crois, dans mes souvenirs, à Japi. Voilà.
Voilà. Ok. Bah, alors, derrière ça, moi, j'ai une autre question parce que tu as parlé du fait que le hip-hop se moquait de l'électro. Tu sais où est-ce que je veux en venir? Et je vais te répondre. Voilà. Je sais que tu vas parler d'un événement où j'étais. C'était assez particulier. Ah, c'était Est-ce que chaud. tu peux raconter, du coup, la suite de Oui, l'histoire entre le hip-hop et la danse électro? d'accord. Alors, avant tout, il faut revenir sur un battle qu'il y a eu juste avant, au sein Mhm. même de la danse électro, au sein même du Vertifight. Ok. D'accord? Qui est d'ailleurs, dans mes souvenirs, il a été sacralisé dans le long métrage qui s'appelle Génération Électro. Ok. Dans un film qui est sorti au cinéma, Génération Électro, où tu vois un des piliers hein, de la danse électro du Milky Way qui s'appelle Spock, Ok. qui a fait Spock, il a amené sa danse, le Milky Way, dans le monde entier. Voilà, il y a très peu de danseurs électro français qui ont été copiés, j'ai envie de dire, dans leur style. Je citerai de mémoire uniquement, hein. Je citerai Spock, qui, quand je voyage, les gens le citent beaucoup, parmi les pays où je suis allé. Mhm. Et Spock est Majestic. Majestic de Ok. la RK, qui, à l'époque, dans un battle électro au championnat de France, je crois, dans les premiers championnats de France, il a fait de l'électro avec des couteaux de cuisine. Donc, Mhm. il travaillait, enfin, il faisait sa danse, une gestuelle de bras autour de la tête avec des couteaux comme ça, les gars. C'était impressionnant. Et Majestic avait un style bien particulier à lui que j'ai retrouvé un peu partout. Et alors, avant de parler du battle hip-hop qu'il y a eu, électro-hip-hop, qui est très très important, qui est vraiment important, il faut recontextualiser. On est en 2007, nous on commence le Vertifight. Et ce qu'on fait, Mhm. quand on arrive au Vertifight, en fait, comme nous, notre travail, c'est pas d'arriver et de prendre le game. Notre travail à nous, en fait, c'est de coacher les gamins. On a des Mhm. gamins, on a envie de les coacher. C'était le but principal. Tu vois Ouais. moi, les événements débutants, les battles débutants que j'ai fait au début dans mon parcours, c'était de la transmission, rien de plus. Du partage, de la transmission, et pour que les jeunes puissent rencontrer les anciens. D'accord. C'est Oui. pour ça qu'il y avait Nabil Quintessence, il y avait Alassane, Tony Mascotte, toute la bande, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'il y avait ces gens-là. C'est pour mettre les anciens à l'honneur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on est rentré dans le Vertifight, on a mis les anciens à l'honneur. Mais les anciens, il n'y avait pas beaucoup d'anciens. En fait, Mhm. ils sont nés avec YouTube. Quand YouTube est né en 2005, toutes les grandes stars de l'électro de l'époque, ils ont été starifiés pour la simple et bonne raison qu'ils ont été les premiers à mettre leurs vidéos sur YouTube. Ouais, D'accord. ok. Tu as des gens, tu as une nana comme Lectra, qui avait des milliards de vues, Trixie, tous ces gens-là avaient mis leurs vidéos sur YouTube et avaient fait des milliards de vues. Il y en a qui ont fait la couverture de Starac Magazine, Lectra, elle posait dans tous les magazines, c'était impressionnant. Et donc, nous, quand Vertifight, on est arrivé, on a dit non, 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 les mecs, votre blaze, c'est dans le cercle, c'est pas sur YouTube. Tu Bah vois. Et oui. en fait, le Vertifight a amené tous les codes du hip-hop. Tout le staff 1000% le staff Wanted, en fait, on s'est Mhm. associé, l'esprit Wanted, l'esprit 1000%, on s'est associé et on a donné tous les codes hip-hop pour cette culture. Et donc, Ouais. d'une mode, et j'ai pas peur de le dire, j'en suis très fier, d'une mode, on en a fait une culture. Parce que tous Ok. les mois, on organisait un battle. Le Vertified, c'est une machine. Le battle s'organisait tous les mois. Et tous les mois, on leur parlait. On prenait une demi-heure. Ils étaient assis autour de nous. Et pendant une demi-heure, on leur disait quelle direction il fallait prendre. Et le cercle français qu'on filmait était devenu viral. Dans le monde entier, les gens regardaient le cercle français. D'accord. Ça, c'est super important de le savoir. Et à un moment donné, Tectonique vient vers nous. D'accord. Et donc, dans ce film Génération Électro, on voit ce petit morceau-là. L'un des plus gros des danseurs électro qui commençait à émerger. Le groupe, déjà, c'était RK, la rythmique, dans laquelle Naïm faisait partie, Cerise faisait partie, etc. Et il y a un mec qui s'appelle Milliard, qui a une créativité Milliard. gigantesque. C'est un mec qui en veut, c'est un mec qui a la patate. Et en fait, dans l'électro, tu te retrouves avec une espèce de puissance. Quand tu es dans le cercle, tu sens les gens qui ont une puissance, une envie énorme, énorme. Et Milliard est un des plus grands danseurs du Verti. D'accord. Il y en a d'autres, Mhm. évidemment, mais Milliard, voilà. Et Tectonique nous appelle. Il nous dit écoutez, Vertifight, on a appris qui vous étiez, vous êtes en train de faire du bruit. Écoutez, super. Bah voilà, nous, on a envie de vous envoyer un danseur pour faire un battle. Et c'est Trixie qui a demandé à faire un battle contre un de nos poulains. D'accord. Ok. Contre un des plus forts de l'underground, parce que Vertifight représentait l'underground. Et, Ok. et donc Trixie a dit ok, je voudrais faire un battle contre un des vôtres. Choisissez lequel. On
On a dit, OK, milliard, vas-y. Et là, il y a eu un battle, mais j'avais la salle, elle débordait. Il y avait un monde de malades. Déjà parce que Tectonic avait fait la pub pour nous, pour le Vertifight. Ouais. Et donc, le film, le long métrage vient chez nous, Dan Generation. Et après ce battle-là qui a été mythique, donc Trixie vs Milliard, il n'y a pas deux passages chacun, hein. Ça va jusqu'à la mort. Ils vont jusqu'à l'essoufflement. Bah, on leur a pris ça, en fait, en réalité. Ils vont jusqu'à l'essoufflement. On a fait des machines. Ces mecs-là, c'est des machines. Ils ont enduré l'école Vertifight. Et l'école Vertifight, bah, c'était une combinaison à chaque fois que tu passes. On faisait de la réinvention à chaque fois de l'électro. Ils ont appris à se structurer en compagnie. Ils ont appris à se structurer en 2-2, en 1-1, etc. On a vraiment cadré tout l'électro dans le monde. D'accord ? Et donc, il fallait que le hip-hop accepte l'électro. Parce que nous qui venions du hip-hop, ben, à chaque fois, on se faisait fustiger. Ouais, vous avez retourné votre veste, vous avez été dans l'électro, vous êtes des merdes, etc. Alors, ils disaient pas ça à Axon, ils s'en gardaient bien. Ou Wanted, qui va aller chercher la mafia de Tanzanie. Donc, c'était plutôt le 1000% qui était attaqué. De toute façon, on est tout le temps attaqué au 1000%. Évidemment, parce qu'ils sont en première ligne. Et les gens détestent les gens qui sont en première ligne. Mais bon, là, on n'y peut rien, on a été catapultés comme ça. Et donc, ouais, vous avez retourné votre veste. Et à cette époque-là, on avait arrêté la def. On faisait encore en parallèle, hein, on faisait encore en parallèle des 1000% la défense. Attention, hein, d'accord. Et à un moment donné, on a arrêté la def. On a dit, OK, vous parlez beaucoup sur nous. Montrez-nous ce que vous. Et là, on s'est adressé au hip-hop. Montrez-nous ce que vous savez faire dans l'underground quand nous, on n'est pas là. Quand le 1000% n'est pas là, qu'est-ce que vous faites dans l'underground à la défense ou ailleurs? Pendant un an, Jérém, il n'y a rien eu dans le hip-hop en termes d'underground, en Ile-de-France en tout cas. Rien du tout. Quelqu'un aurait pu prendre la place. Quelqu'un aurait pu, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de beaux parleurs dans le hip-hop, mais il y en a très peu qui font vraiment, qui font réellement. Alors ça critique, ça jase dans tous les sens, c'est bien. Alors c'est rigolo des fois, c'est marrant, c'est de l'ego qui parle. Mais en réalité, quand on a laissé place nette à la def, qu'on n'était plus là, les gens nous critiquaient parce qu'on avait été dans l'électro, mais personne n'a repris la place. Personne n'a repris la place de l'underground. Et on a repris notre trône lorsqu'on est revenu à la défense pour relancer le 1000% à la défense. Personne ne nous a remplacés. Personne. Donc tous les beaux parleurs qui parlent blablabla, il n'y en a pas un seul qui a bougé son cul, qui a sorti les doigts de son cul. Excuse-moi, je suis énervé. Mais voilà. Donc il y a beaucoup de parleurs, mais il n'y a pas beaucoup qui font. Première chose. Et donc, nous, qui avions pris mais tellement de balles dans notre dos, et j'entends surtout Yuval qui en a pris beaucoup plus que moi, parce que moi je suis quand même moins visible que lui, tu vois, en termes de hip-hop, je suis moins visible. D'ailleurs, je ne veux pas l'être forcément. Moi, c'est un peu par la force des choses que je suis devenu visible. Mais moi, je suis quelqu'un, si tu regardes mon parcours, je te l'ai expliqué, je suis quelqu'un de très discret de base. Tu vois, les battles débutants, ils ont marché, mais à la base, c'était que pour mes élèves. Tu vois, après, c'est pas de ma faute, moi, si des mecs comme toi ont débarqué chez moi et qu'on foutu Dawa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, il fallait que le hip-hop accepte les D'accord? Tu m'entends? Ça commence à bugger. Ouais, c'est bon, je t'entends à peu près. Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Okay. Et donc là, c'est bon. Alors, dans le hip-hop, il faut savoir qu'il y a peu de gens qui viennent nous aider. Dans le hip-hop, les gens, ils se cachent, ils ne veulent pas venir au battle Vertifight. Donc, je vais quand même citer les noms des gens qui sont venus chez nous, des gens du hip-hop qui sont venus chez nous, et je les remercie chaleureusement parce qu'ils nous ont aidés à juger. Tu vois, on les a appelés pour juger. Parce qu'il n'était pas question que des enfants puissent juger d'autres enfants. Vrai. Ah, j'ai perdu Steady. T'as coupé, Jérém, c'est bon? Ouais, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ok, c'est bon, c'est revenu. C'est relancé? C'est bon? Ouais. Ok, donc je vais citer des noms de danseurs hip-hop qui sont venus nous prêter main forte au Vertified, parce que je disais, il n'était pas question que des... au début, on avait mis les anciens, si tu veux, les Trixie, Lectra, etc. Enfin, les anciens, les gens un peu connus, un peu cotards, qui venaient pour être juges, d'accord? Mais on a trouvé que finalement, c'était mieux qu'il y ait des gens beaucoup plus expérimentés, qui ne soient pas forcément dans l'électro, mais qui soient danseurs et qui soient capables de juger l'électro, tout simplement. Ouais. Et donc, on a fait appel aux danseurs hip-hop, d'accord? Donc, à l'époque, quand on est arrivé en 2007, il y avait déjà des gens dans le hip-hop qui travaillaient pour l'électro. Il y avait Tichou. Ouais. Tichou, je ne sais pas si tu te rappelles de Tichou. Tichou, elle a créé le projet Mondotech. Mondotech, c'est Tichou qui est derrière. Tu la vois dans le clip Mondotech. Mondotech a lancé Lily Asian, Karmapa, JJ. D'accord? Et tu as les frères jumeaux aussi de Liaison Fatale qui travaillaient aussi avec l'électro.
vois, même carrément, dans mes souvenirs, il y a un des jumeaux qui donnait des cours sur Gulli, parce qu'il est, présentateur sur Gulli. D'accord? Ok. Et il travaillait déjà dedans, en fait. C'était vachement actif. Moi, j'ai vu, quand je suis parti faire un battle qui s'appelle Look My Electro, donc c'était pas le Vertifight, à Lyon, j'ai vu des mecs comme Vegeta à s'essayer à l'électro. Tu vois, donc c'est bien, il y a des gens qui sont ouverts. Moi, je suis content pour eux. Tu vois, je suis content pour eux. Et donc, Planète Hip Hop, Paul Erec nous appelle. Si vous regardez d'ailleurs, Paul Erec, je t'embrasse. Paul Erec nous appelle et Paul Erec me dit, OK, voilà, moi j'ai entendu parler du Vertifight, je voudrais faire une confrontation hip-hop contre électro. Jusqu'à présent, on avait dit non à tout. Et là, on savait que nos poulains étaient prêts. On savait. Donc on a dit, OK, vas-y, c'est parti. Et donc, on a appelé Milliard. Milliard, prépare-nous une équipe, tu prends les plus chaudards et tu vas nous défoncer le hip-hop. Voilà ce qu'on leur a dit. Ils se sont entraînés comme des porcs. Je te le dis, ils se sont entraînés comme des porcs. Ils ont vraiment, vraiment sué. Ils ont travaillé. Et quand ils sont arrivés au battle de Paul Erec, Planète Hip Hop à l'Institut National du Judo, on est dans mes souvenirs, c'est en juillet 2009. D'accord? On peut retrouver la vidéo, je crois qu'elle est sur Dailymotion. C'est plus tard. Non, c'est en juillet 2009. Je t'assure, c'est en juillet 2009. 2009. Ok. En juillet 2009, donc l'électro débarque. Et là, je vais pas dire moi mon impression. Je vais citer quelqu'un qui a disparu et qui est dans mon cœur, que je chéris au plus profond de mon cœur, qui s'appelle Babson. S'il voit de là-haut, je l'embrasse très très fort, Babson. Babson, il a dit, le hip-hop s'est fait violer par l'électro. C'est lui-même qui le dit de sa bouche. Franchement, d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Nous, à ce moment-là, on est fiers. On est fiers de ça. Parce que jusqu'à présent, oui, je voulais dire un peu les gens qui étaient venus au Vertifight en tant que danseurs hip-hop, qui n'avaient pas honte de se mélanger. D'accord? Oui. Il y avait Manson, il y a Yashiro Mata des Fantastic Armada, enfin anciennement Fantastic Armada, mais toujours dans le cœur évidemment, qui est venu nous aider. Il y a Annick Arnold qui est venu. Il y a Joyce qui est venu. Il y a Kimson qui est venu. Marson, Domka, Booba, Mathias. J'en passe d'autres, je n'ai pas toute la liste en tête, mais il y en a quand même certains qui sont passés chez nous. D'accord? Okay. Ça, pour moi, c'est super important. Il y avait déjà une liaison hip-hop. Voilà. Et en 2009, il se passe un truc pour l'électro. L'électro devient à ce moment-là extrêmement fier de sa culture. Ils commencent à nous faire vraiment confiance parce qu'en fait, ils se rendent compte, tous ces jeunes-là qui ont 12 ans, 13 ans, 8 ans, ils se rendent compte que le Vertifight, le staff Vertifight, il est là pour eux. Il est là pour eux, il est là pour... On s'est mis quand même contre le hip-hop à ce moment-là, nous. Yuval, moi, Axon, on s'est mis contre le hip-hop face à eux. Tu vois? Et on a été fiers d'eux, on leur a montré, et c'est ça qui les a poussés après à nous faire encore plus confiance. Première chose, ils sont devenus hyper fiers de leur danse à ce moment-là. Et le hip-hop, il change de forme à partir de 2009. La danse hip-hop New Style, elle change de forme. C'est-à-dire que avant, tu regardes toutes les vidéos que tu veux, il n'y a pas de bras dans la New Style, il n'y en a pas. Et après 2009, il commence à y avoir plein de gens qui débarquent au Vertifight. Il commence à y avoir plein de danseurs hip-hop qui débarquent et qui observent et qui pompent les mouvements, qui prennent tous les mouvements. D'accord? Ils prennent tous les mouvements. Et la New Style commence à changer. Tu vois la New Style avec des bras, tout simplement. Mais pourquoi? Parce que déjà, ça fait du bien à la New Style, c'est bien. Mais les danseurs hip-hop, je vais te le dire, ils sont venus en conquérant à la base. Ils sont venus en tant que gagneurs. Ils pensaient avoir gagné direct en arrivant. Donc, ils ne sont pas préparés. Des grosses têtes, il y avait en face. Hein. Il y avait des grosses têtes. Ils n'étaient pas préparés, ils ne sont pas préparés. Ils ont dit, ouais, les doigts dans le nez. Mais en face, tu avais des guerriers qui voulaient les bouffer. Et ben, ils se sont fait manger. Après, ça a tellement été fort que les danseurs hip-hop ont demandé une revanche. C'est pas pour rien. Pas pour rien. Donc, voilà comment s'est passée la rencontre hip-hop électro. Ok. Et vrai, véridique derrière, dans le hip-hop, ça a commencé à parler de faire des constructions, de faire des trucs. Dans toutes les salles d'entraînement, ils étaient à fond, mettre des Tout à fait. Ah, mais ils venaient chez nous. Ils venaient chez nous, je te le dis. On les voyait tous. Ah, comment tu vas? Comment tu vas? Bah ouais, on te connaît. Tu vois? Et puis on va être honnête. Moi, je suis pas venu parce que je n'étais pas dispo, mais je serais venu. Bien sûr. Après avoir vu ce battle, c'était l'année où il y avait Fush Likens à cet événement-là. C'était ultra fort. Alors, écoute, j'ai envie de te poser une dernière question. Oui. Est-ce que
tu serais en possibilité de nous dire aujourd'hui, là, alors, on est en 2021, les temps sont un peu spéciaux, mais aujourd'hui, déjà, est-ce que tu peux nous faire les noms, quelques autres noms qui ont marqué la danse électro, si aujourd'hui des gens veulent aller sur YouTube et taper Oui, des alors, noms pour savoir qui ils peuvent voir danser d'accord. et prendre des exemples. Et surtout, quel est l'avenir pour la danse électro? D'accord. Ok. Alors, bon, déjà, il y a un pan d'histoire qu'on a un petit peu oublié et qui est important de le rappeler, important de le dire. Vertifight, pendant 10 ans, il a été tout seul sur le segment de l'électro. Tout seul. Ouais. Technique avait arrêté, Dance Generation avait arrêté depuis longtemps. Vertifight était tout seul. D'accord. Donc, en fait, Vertifight, ça a été 10 ans. Ça a été 2007 à 2017. Ça a été 10 ans de battle, un battle par mois, plus les championnats de France qu'on a organisés, plus 6 championnats du monde qu'on a organisés. Parce que le Vertifight est devenu mondial. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a organisé un battle, sans prétention aucune, les gens ont cru que le mot Vertifight voulait dire battle de danse électro. D'accord? Donc du coup, on a déposé le nom. Mais comme on commençait à filmer tout ce qu'on faisait, c'est la Tunisie en premier qui a commencé à nous plagier. La radio nationale tunisienne a fait un Vertifight, sans notre accord. D'accord? Ensuite, c'est en Russie. C'est en Russie que ça a commencé à plagier. Donc, en fait, on a été intelligent. Yuval, Axton et moi, on s'est réunis. On a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait Comment on fait pour que ça ne nous échappe pas? Et que ça reste en France, et parce que c'est français. Et que c'est notre bébé, surtout. Comment on fait pour que les gens du Vertifight, que les gens du monde entier arrêtent d'appeler ça Vertifight? Et là, on a posé les bribes des premiers championnats du monde. Donc, je me suis occupé du monde, en réalité. C'est moi qui m'occupais du Vertifight World, même si toutes les décisions se prenaient à 3. Hein. Attention. Hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tous ces gens-là qui commençaient à faire des Vertifight dans le monde. Je leur ai dit, OK, les mecs, au lieu de travailler comme ça, en one-shot, chacun les uns des autres, loin des autres, travaillons ensemble. OK, moi, j'ai la possibilité de louer Coubertin. Faisons un championnat du monde, ensemble. D'accord? Et donc, on a commencé à vendre les licences Vertifight. Comme ça. Comme en Tunisie, au Maroc, on l'a vendu en Russie, on l'a même vendu en Mongolie, partout. On a eu, je vais te dire, j'avais 35 pays sous notre aile. 35 pays, c'est pas rien. D'accord? C'est pas un petit battle Vertifight. C'était vraiment la référence mondiale de l'électro dans le monde. Pardon, j'ai fait une redondance. Et du coup, on a eu un problème avec la Russie. La Russie a créé un problème parce que la Russie, c'est un territoire très très grand. Et j'en avais 2 de licenciés en Russie. C'était à Vladivostok et à Moscou. D'accord? Et tout le reste, c'était des plagiats. Il y avait du Vertifight plagié partout. Et j'ai dit, il y a un truc très clair. J'ai dit, OK, le championnat du monde, il se passe en France. Il est à Paris. Les plus grosses têtes, elles sont à Paname. Tout le monde vient ici. Tout le monde veut gagner un Vertifight. Gagner un Vertifight, c'est comme gagner le juste debout. C'est la même chose. D'accord? Et on leur a dit, OK, les Russes, les licenciés là, si vous voulez que votre équipe soit représentée, si vous voulez que les Russes soient représentés au championnat du monde, vous me faites le ménage chez vous. C'est ce que je leur ai dit. Vous avez une semaine, vous me faites le ménage, je ne veux plus voir un Vertifight plagié où que ce soit. Et bien en une semaine, c'était réglé. L'histoire était réglée en une semaine. Et donc on a vu débarquer les Russes, les Mexicains, on a vu tout un tas de pays. Ceux qui ont vu le trailer au début de la vidéo, on voit 18 pays. Et les gens venaient, ils couraient voir le Vertifight. Vraiment. C'est une fierté pour nous. Et comme on a beaucoup coaché les équipes françaises, comme on a beaucoup coaché les danseurs, eh bien, naturellement, ils ont commencé à se professionnaliser. Et la première personne qui a commencé à professionnaliser ces danseurs, c'est Biancali. Si je ne dis pas de bêtises. Biancali, elle a débarqué en 2001, n'importe quoi, en 2010. Ces eaux-là, me semble-t-il, 2010-2011. Elle a commencé à repérer un peu l'électro. Tu vois, Biancali, Biancali, on la connaît dans l'hip-hop par des pièces comme Macadam, par exemple, tu vois, où Babson a fait d'ailleurs ses scènes aussi, tu vois. Et donc, elle a toujours mélangé un peu l'urbain avec le contempo et ces choses-là. Et donc, je vais essayer de ne pas déborder, je pense que tu dois regarder ta montre. Et donc, Biancali commence à faire un petit peu son marché. Pour elle, le Vertifight, c'est un gros casting en réalité. Et donc, elle monte une compagnie qui va s'appeler Electrokiff. Et elle va les faire tourner dans le monde entier. Les mecs qui vont tourner avec elle vont tourner dans le monde entier. Et là, ils vont commencer à comprendre ce qu'est la scène. D'accord? Et nous,
Moi, à un moment donné, j'ai une overdose du Vertifight. Je bosse trop pour le Vertifight. On est en 2015, je crois. Non, 2000, pardon, on est en 2013. J'arrête le Vertifight. Je l'arrête pendant un an. 2012, je l'arrête pendant un an. Moi, j'arrête. J'en peux plus. J'en peux plus. On est à cran. On en fait trop. Tous les danseurs électro attendent beaucoup de nous. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Donc, ils attendent tout de nous. On leur a appris à tout structurer. On leur a appris à tout faire. J'accompagnais les danseurs aux ambassades de Russie à 7 h du matin. On le faisait tout. On était les paternels de cette danse. D'accord? On a vraiment tout structuré. D'une mode, on en a fait une culture dans le monde entier. OK? Et puis, donc Biancali les fait tourner un peu dans le monde, les fait tourner dans le monde entier. Et voilà, il se spécialise un petit peu dans des clips et tout ça. Et tu as des danseurs comme Bats et Taylor. Bats et Taylor qui commencent à se faire connaître par leur contorsion de bras. Je crois que c'est Taylor qui est dans les Udat. Il était les Udat. Hein, c'est ça, hein. Ils ont été connus par leur contorsion, par leur binôme. Leur binôme est extrêmement fort. Du coup, ils ont fait des pubs, etc. Donc, tous ces gens-là qu'on a coachés et qui ont travaillé d'arrache-pied, il ne faut pas dire, il n'y a pas que le Vertifight. Hein. C'est aussi l'implication des danseurs. Hein. Les danseurs ont été extrêmement impliqués, il faut le dire. Il n'y a pas un, même dans le break. Dans le break, les breakers, les b-boys, les équipes, elles vont te faire une combinaison, elles vont la tourner pendant un an ou deux. Alors que dans l'électro, un passage égale une combi. Et à chaque battle, c'était différent. Je te laisse imaginer les machines de guerre que c'était, les mecs. Ils étaient extrêmement forts. On n'est plus à l'époque de 2007 où on balance les bras, c'est terminé. Oui, c'est ça. On a une époque où on se rentre dedans, où les mecs se clashent dans tous les sens. Et je veux dire, au début, nous, quand on a cherché un DJ pour les battles d'électro, c'était compliqué. Parce que des battles électro, il n'y en avait pas. Les mecs ne savaient pas mixer en battle électro. Donc, on a trouvé un mec qui s'appelle Fred. Freder, c'était le DJ officiel du Vertifight. C'était lui qui apportait en plus les nouveautés d'électro, qui allait chercher des beatmakers mexicains, par exemple, inconnus au bataillon, mais qui étaient archi mortels. Et Freder, il a dû réapprendre à mixer. Parce qu'en fait, on lui a dit non, les nappes, tu les enlèves de l'électro. Bah oui. Parce que les danseurs ne savent pas danser sur les nappes. C'est pas la house. Et ouais, ils ne savent pas danser. Ils arrêtaient et puis ils ne savaient pas quoi faire. Mais c'était les débuts. Maintenant, sur les nappes, ils savent quoi faire, les danseurs. Okay. Mais Freder a beaucoup contribué à l'essor du Vertifight. Freder, aujourd'hui, on le retrouve à la Tropézienne, au Trocadéro, tous les étés. Yes. C'est l'officiel de la Tropézienne. Voilà. Le jeudi soir à Paris, quand il fait beau et quand on a le droit de sortir. Ouais. Et puis donc, tous ces gens-là se sont professionnalisés. Donc moi, j'ai arrêté en 2012, d'accord. Et quand je suis arrivé à la ville de Nanterre, quand je suis arrivé en tant que professeur de danse et chargé d'événementiel en tant que fonctionnaire, quand je suis arrivé à la ville de Nanterre, j'ai proposé le projet Vertifight. Et là, j'avais des moyens d'une ville, tu vois. J'avais plus les moyens d'une association, des petits moyens d'association, tu vois, autofinancés. Parce qu'on n'avait pas de subvention, on n'a jamais demandé de subvention. On aurait pu, si on avait eu les capacités les connaissances pour demander les subventions européennes, par exemple, on avait le droit d'être 100 000 €. On avait 20 pays qui venaient chez nous. On avait le droit à tout ça, mais on ne savait pas faire. On ne savait pas faire. Ah ouais. Tu vois, le Vertifight aurait pu grossir très, très durement en réalité. Sauf qu'il y a des choses qu'on ne savait pas faire, qu'on ne maîtrisait pas. Et quand la ville de Nanterre m'a dit « Ok, c'est bon, on y va », on a organisé 3 championnats du monde dans la ville de Nanterre avec des moyens d'une ville, c'est-à-dire les lumières, les shows sonos qu'on n'avait pas jusqu'à présent, quoi. Ouais. Voilà. Et donc après ça, en 2017, on a arrêté parce que on avait trouvé finalement, c'est important que je le dise parce que je pense qu'il y a des danseurs électro qui m'ont jamais posé la question, mais je sais que ça se demande. Pourquoi le Vertifight s'est arrêté? Le Vertifight, c'est que les danseurs électro, tous les gamins qu'on a coachés. Attends, ça a bugué. Bouge pas, steady. Tu m'entends? C'est bon, je t'entends. Ouais. Est-ce que tu peux répéter ta phrase? Pourquoi ça s'est arrêté? C'est bon. Tu m'entends? Ouais. C'est bon, Nuts? Ouais. Donc, tous les gamins qu'on avait coachés en 2012, tous les gamins qu'on avait coachés, ils avaient à l'époque, ils avaient 12 ans, ils avaient 10 ans, tu vois, ils avaient 14 ans pour les plus grands. Et aujourd'hui, ils ont 25 ans. Donc, en 2017, tu parles à des adultes qui travaillent, qui ont des enfants pour certains. Donc, ils n'ont plus le temps de se mettre en battle. Tu vois, ils n'ont plus le temps de ça. C'est très rare. Enfin, c'est dur pour eux. Je le sais. Oui. Je sais que c'est dur pour eux. Donc, on ne voyait plus l'intérêt de créer des battles en réalité. Ça s'essoufflait. Et le Vertifight, il fallait l'arrêter avant que les gens en aient une overdose comme Tectonic, tu vois. Donc, on l'a arrêté à son apogée. On a arrêté le Vertifight à son apogée.
D'accord? C'était la référence mondiale. Et après, il y a des battles. Donc, eux-mêmes ont commencé à grandir, à se structurer tout seuls, sans nous. On a lâché le bébé, on l'a fait démerdez-vous, les mecs. D'accord? Donc, Jimmy Milliard, il a organisé le LRC. Yes. LRC, très très bon battle. C'est l'avenir. LRC. T'as Crazy qui a organisé le Spear Tournament. Très bon battle. T'as Sonia qui a organisé le Hunger Games. Et puis plein d'autres en fait. Et ils ont commencé à aller dans les castings. Ils ont commencé à se structurer, à être professionnels. D'accord? Ça, c'est vraiment une fierté. Donc l'électro pour demain, bah écoute, ça va dépendre surtout des danseurs électro. Là, il commence à y avoir des gens qui forment d'autres danseurs. Là, il commence à y avoir des petits. Pendant longtemps, il n'y avait pas de petits en électro. Les gens œuvraient pour leur propre paroisse et c'était tout. Il y avait très peu d'équipes qui formaient vraiment des petits. Les premiers petits, c'est la C4 qui les a formés, dans mes souvenirs. Tu vois ça? Attends. Bon, pourquoi j'ai mon enceinte qui s'allumait? Et les premiers à faire venir des petits qu'ils ont coachés, c'était la C4, c'est des mecs de Creil. Mais il n'y avait pas de petits jusqu'à présent. Là, petit à petit, je vois des gens qui commencent à s'intéresser à l'électro, qui prennent le cours sans même avoir connu le Vertifight. Et là, on assiste aujourd'hui à une danse hybride. Hybride, j'entends parce qu'en fait, les danseurs qui commencent à débarquer dans l'électro, c'est aussi les danseurs hip-hop qui kiffent le hip-hop, qui mélangent donc qui mélangent le contemporain et qui mélangent l'électro. Je vois ces trois niveaux de danse dans les nouveaux danseurs qui commencent à arriver, la nouvelle génération qui est en train d'arriver là. C'est ça que je suis en train de voir. Là, l'avenir pour la danse électro, écoute, c'est effectivement, même pour le hip-hop, c'est des avenirs incertains pour l'instant à cause du Covid. Je souhaite à l'électro beaucoup de, même comme le hip-hop, hein, évidemment, je souhaite beaucoup de bonheur et d'épanouissement dans ce qu'ils font, c'est important. De toute façon, la danse, on s'en fout de l'étiquette. Hip-hop, break, électro, contemporain, on s'en fout de l'étiquette. En réalité, t'es danseur en toi, c'est tout. Tu vois, je te parle à toi, tu es hyper métissé en termes de danse. Tu fais de la house, je t'ai vu faire plein de danses, mais parce que tu es danseur. Tu n'es pas estampillé, tu n'as pas une étiquette. Et ben, je suis comme toi. Moi, j'aime pas les étiquettes. J'aime bien, je suis juste danseur, je suis un kiffeur de son, je suis un kiffeur de danse. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais. Et donc, l'électro, pendant longtemps, a été tenu par, finalement, après notre départ, ils ont été longtemps tenus par le LRC qui a eu en poupe, par le Move and Prove en Russie et par Emotion au Mexique. Parce que il y avait un gros bastion contre le Vertifight au Mexique qui s'appelait le Emotion. Mais moi, je veux travailler avec tout le monde. Les gens ne citaient pas forcément le Vertifight parce qu'ils étaient jeunes en réalité. Mais je sais que tout seul, tu vas vite, mais à plusieurs, tu vas loin. Et moi, j'ai toujours œuvré pour qu'on travaille ensemble. Ça ne s'est jamais fait. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Pour l'instant, le Vertifight, je donne une info. Il n'y a pas si longtemps, on a eu une réunion. On va sûrement relancer le Vertifight, mais pas en forme de battle. Pas comme ça en tout cas, pas comme on était à l'époque, parce que si on doit revenir les numéros 1. On doit revenir à une référence mondiale. Et pour ça, on a notre petite idée. Ok. Voilà, ok. Et moi, je vous fais confiance pour avoir ce genre d'idée. Clairement, je vous fais confiance pour ça. On ne sait pas, ça ne dépend pas que de nous. On a déjà le format, on sait ce qu'on veut faire. Maintenant, ça va dépendre aussi d'autres personnes. D'accord? Ça va dépendre aussi d'autres personnes. J'en dis pas plus. Mais si on revient, c'est encore plus fort que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Voilà. Ok. Après, tu sais, c'est important de faire des événements. C'est important de faire des événements où tu te réinventes chaque jour. Parce qu'il faut faire rêver les gens. Il faut les faire rêver, il faut leur donner un but. Faut leur donner un but de leur danse. Ce pourquoi tu danses, c'est pas que pour le kiff. Il y en a qui aiment aussi. Alors, il y en a pour tout le monde. Il y en a qui aiment que faire le kiff, tu vois, que le kiff. Il y a des gens qu'on a vu au Vertifight, qu'on n'a jamais vu dans les battles Vertifight, mais qui venaient en tant que spectateurs. Et je les respecte tout autant que les danseurs, parce qu'ils venaient apporter leur soutien. Même s'ils ne dansaient pas dans le cercle, ils étaient là, ils regardaient, tu vois. Eh bien, tous ces gens-là, on en a besoin, en réalité. Donc, simplement, c'est de la danse, c'est tout. C'est que de la danse. Tout bêtement. Si on doit revenir, on doit faire rêver ces gens, les gens qui aiment la danse, tout simplement. Yes. Eh bien, écoute, moi, je trouve que c'est une bonne info. Et il y a une chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, sur laquelle je veux relever là, sur la fin. C'est, voilà, vous avez aidé à former une génération qui s'est professionnalisée. Oui. Beaucoup. En tout cas, qui est devenue plus sérieuse, plus carrée, plus structurée.
et qui aujourd'hui créent des choses. Et c'est réellement, je ne suis pas danseur électro, mais en tout cas, merci d'avoir fait ça parce que c'est grâce à vous que tous ces jeunes-là vont pouvoir continuer de faire grossir un mouvement. Et à tous ceux qui regardent, qui regarderont ou qui auront un entourage qui vous parlera de ça, réellement, intéressez-vous à ce que c'est, à ces événements-là, allez voir les vidéos, allez prendre les cours. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans toutes les villes, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, allez prendre les cours. Parce que, voilà, moi, je suis content que tu aies pu briser le stéréotype qu'on avait tous avec la technologie. Et franchement, merci pour ça. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui ont suivi. Dès qu'elle est sur YouTube, n'hésitez pas, partagez-la réellement pour qu'encore une fois, les stéréotypes puissent se briser et qu'on puisse, entre danseurs, se connaître les uns les autres. Oui. Juste, je sais qu'on peut répondre. Je me ferai un plaisir de répondre à des questions qui pourraient subvenir par rapport à ce live. Je veux dire que je ne répondrai qu'à des questions constructives, à des questions intelligentes. D'accord? Parce que si c'est pour me dire, ouais, la technique, c'est de la merde, je vois même pas l'intérêt. Je ne répondrai pas à ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai 45 ans aujourd'hui, j'en ai pas 12. Moi, les guéguerres intestinales ne m'intéressent absolument pas. Parlons de danse. On est des danseurs ou pas. Je veux dire, moi, je me définis plus comme un organisateur, un peu danseur, évidemment, mais plus organisateur. C'est mon kiff. La transmission, pour moi, elle se fait par le biais d'organisation. Et attention à ce que tu as dit. Tu as dit à un moment donné, c'est grâce à vous. Non, non, c'est grâce à nous tous. C'est grâce à nous tous qu'on arrive à faire un truc. Je vais même aller plus loin. Les battles débutants qu'on faisait, où tu es venu chez moi, etc., ça fait aussi partie de mon histoire qui m'a construit, moi, après, pour pouvoir faire la suite de mon histoire. Si tu n'avais pas été dans mes battles, si mes battles débutants avaient été pourris, peut-être que tu n'aurais jamais entendu parler de Steady. Tu vois? Si ça avait été resté dans le quartier, là où je donnais mes battles, donc je veux dire par là que l'organisateur n'est rien sans danseur. Le danseur n'est pas grand-chose sans l'organisateur. Sans l'orga. Effectivement, l'organisateur de soirée, j'entends, pas forcément l'organisateur de battle. Mais en fait, c'est un tout. C'est un tout. Et quand quelqu'un pointe du doigt l'autre, c'est pas la bonne pédagogie, c'est pas le bon discours. On est tous dans la danse, même si on ne danse pas forcément. On est tous dans l'élévation de la danse, tout simplement. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Et le petit détail perso que je rajoute, si quelqu'un qui regarde cette vidéo a accès au disque dur de Steady, s'il vous plaît, brûlez-le. Je ne sais pas quelle photo ou vidéo il a dans son disque dur. Oui. Mais moi, je me souviens avoir fait des battles débutants dans des costumes avec des couettes, Tine, dis-le, Nuts, faut assumer à un moment donné. Avec une tétine, des couettes et un t-shirt. Nuts, à cette époque-là, tu n'étais pas le seul à porter une tétine. Oui, c'est vrai. Pas du tout, c'est pas vrai. Tu n'étais pas le seul. Quand la New Style a débarqué à la Défense, en 2004, après Street Dancers, on a vu toute une génération de danseurs qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent à la Def. Beaucoup de New Stylers. Et il y avait plein de gens qui avaient des tétines. C'est la grande mode. Excuse-moi, mais moi, j'ai porté les jeans avec le Burberry sur le côté. Donc, c'est pas mieux. Bref, vous voulez son disque dur, s'il vous plaît. Je vous m'aimez. J'ai un disque dur. J'ai des CD. À l'époque, c'est des CD. Les CD des battles débutants. De 2000, je les ai tenus pendant 10 ans. De 2000 à 2010, dans mes souvenirs. Franchement, il y a tout le monde. J'ai même les Twins qui sont passés chez moi. Ils ont fait leur premier battle chez moi au battle débutant. Les Twins contre Twins. Twins versus Twins. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de gens. C'est dit. Je sais pas ce qu'on entend. C'est bon. C'est revenu. Bon. Ouais. C'est revenu, ouais. Yes. Bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Juste pour la petite info, n'oubliez pas, jeudi, on se voit pour parler du Caseco et de la culture de la Guyane. Très important, franchement,
faut qu'on apprenne à tous se connaître. Hein. Je veux dire, on est une nation, on est tout un territoire, on est toute une communauté. On a des frères guyanais avec nous. On ne connaît pas leur culture. Je serais très content de pouvoir parler de leur culture et moi, le premier, d'apprendre qui ils sont. La semaine prochaine, on se voit pour le folklore français régional. Enfin, non, pardon, la tradition, pas le folklore. Il m'a tenu tête en disant qu'on ne va pas parler de folklore, mais de tradition. Il dira réellement la différence. Et le jeudi, on parlera du jazz, de la danse jazz qui n'a pas la même histoire que la musique jazz. La musique jazz est née dans le quartier de Trémé à la Nouvelle-Orléans, pas la danse. Enfin, en tout cas, pas la danse qu'on appelle aujourd'hui le jazz, mais aussi il y avait bien une danse à cette époque. On va parler de tout ça. Les prochaines émissions, je vous tiendrai au courant. N'oubliez pas, si vous suivez cette émission, après, abonnez-vous à la chaîne YouTube Jérémy Mancé. Comme ça, je vais pouvoir faire ça avec de meilleurs moyens. J'aurai peut-être possibilité de faire ça dans des espaces, de meilleurs espaces pro, avec un vrai micro, avec une possibilité. Là, je vous tiens au courant. J'ai un contact dans une radio pour voir si je pourrais présenter ça à partir d'une radio. Ce serait cool, franchement. Je vous tiens au courant. Pour l'instant, voilà. L'idée, c'est de pouvoir parler de la danse au maximum et de pouvoir se constituer comme une communauté de danse, que ce soit traditionnelle, populaire, folklorique, et pouvoir, entre nous, même des fois, se structurer. Je vous ai parlé d'un thème d'émission, je ne sais pas encore comment ça va s'appeler, je cherche les intervenants. C'est pour parler de ce qu'il y a autour de la danse, pour tous ceux qui veulent justement, on en parlait, se structurer, se professionnaliser, créer des événements, créer des projets, pour discuter avec des gens qui sont autour de la danse, mais qui peuvent nous aider, peut-être des banques, pour savoir si on veut monter une école de danse, qu'est-ce qu'il faut présenter, peut-être parler des différents textes de loi pour l'intermittence ou pour les autres structures. Justement, je peux prendre la parole là. Justement, c'est bien ce que tu dis, c'est un très bon parallèle. Je fais un petit point avec ça. Il faut absolument, effectivement, discuter les uns avec les autres. Il y a sûrement des gens qui ont des projets super intéressants. Parlez-en autour de vous, parlez-en avec des gens qui sont capables de porter des projets. Moi, je vois, par exemple, il y a les tontons du jazz rock qui sont venus chez nous à Nanterre, qui nous ont porté un projet qui s'appelle Magic Step Challenge. Donc, je salue Richard Elpati, Moussa, Jean-Claude Marignal, qui, depuis 4 ans, on monte le projet Magic Step Challenge, qui veut redorer le jazz rock, parce qu'il en a besoin. Voilà, tous ces tontons-là, que je salue, ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé de l'aide, et la ville de Nanterre les supporte. Donc, si vous avez effectivement des projets qui sont super intéressants, etc., mais venez me voir avec grand plaisir. Moi, je suis pour vraiment proposer des projets novateurs, et des projets même qui vous tiennent à cœur, qui sont importants. Donc, il n'y a pas que moi, évidemment, il y a d'autres gens qui sont capables de porter. Mais voilà, moi, c'est mon cœur de métier, j'adore ça. J'adore aider les gens, surtout. Et c'est tout. Donc, s'il y a des gens qui ont des choses intéressantes, venez me parler avec grand plaisir. Vrai de vrai. Et voilà. Wombo,